Édouard Philippe, vous étiez Premier ministre de 2017 à 2020 avec un président de la République qui a placé l'Europe au cœur de son programme et de sa volonté politique. Vous avez vécu vous-même en Allemagne où votre père travaillait. Vous connaissez parfaitement le franco-allemand. Je suis ravi de vous accueillir pour un mot introductif à ce beau débat organisé ensemble par le Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme et par Denkfabrik. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette manifestation organisée par le Centre mondial pour la paix, les libertés et les droits de l'homme, co-organisée par le think tank Denkfabrik. Et je voudrais remercier très sincèrement Gérard Longuet de m'avoir mis la puce à l'oreille et d'avoir transmis cette invitation. Vous vous posez la question, nous nous posons la question de la nature de la relation entre la France et l'Allemagne et de ce qu'elle doit être dans le futur. C'est une question qui est excellente, ça c'est certain, et qui est à la fois simple et complexe. Elle est simple parce que, à bien des égards, la relation entre la France et l'Allemagne apparaît évidente dans son importance, dans sa nécessité, et même, je dirais, dans son existence. Elle est plus complexe en réalité parce que lorsque on passe au-delà de cette évidence, on voit toutes les zones de difficulté, de méconnaissance et parfois d'incompréhension entre nos deux pays. Et donc je pense qu'il est utile que dans ce forum et ailleurs aussi, on puisse en vérité s'interroger sur le fond de cette relation et sur la façon dont nous pouvons la préserver, la développer, l'enrichir pour le bien-être des deux peuples français et allemands. Pour moi, parler de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est aussi parler d'une certaine façon d'une expérience de vie, puisque pendant 2 ans, j'ai habité en Allemagne. Mon père y travaillait, il était directeur du lycée français à Bonn. J'y ai donc passé mes années de lycée, j'y ai obtenu mon baccalauréat. Et j'ai découvert ce pays que je ne connaissais auparavant que par ce qu'on en disait en France, qui, je dois dire, ne faisait pas grâce à la diversité allemande, la diversité géographique, culturelle, la profondeur, la richesse historique de l'histoire de l'Allemagne. J'y ai conservé beaucoup d'amis et lorsque j'étais Premier ministre, je m'employais et j'ai tenu cet engagement à y retourner aussi souvent que possible. Là encore parce qu'il me paraît nécessaire que les responsables publics, économiques et qu'en vérité tous ceux qui détiennent une partie de la responsabilité dans la conduite des affaires de nos deux nations puissent y consacrer du temps, de l'énergie et de l'intelligence. Pour nous, la relation franco-allemande, elle est d'autant plus évidente qu'elle est marquée par les gestes symboliques de géants qui sont devenus des monuments de notre histoire. De Gaulle et Adenauer, Giscard d'Estaing et Schmitt, François Mitterrand et Kohl, Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Ils ont au fond installé, en tout cas en France, l'idée que cette relation était évidente, que l'ensemble des politiques conduites par l'OFAGE, le développement des jumelages, les coopérations industrielles, bref, l'idée, et je reprends le terme, d'amitié franco-allemande était au fond une donnée. Il est toujours dangereux de penser qu'une évidence qui résulte du fruit d'un travail ne nécessiterait plus de travail. Parce que dès lors qu'on n'y travaille plus, elle peut cesser d'être une évidence et elle peut surtout cesser d'être vraie. Et c'est un peu la nature de la relation franco-allemande sur laquelle je voudrais insister. Car derrière cette simplicité, derrière cette évidence, il y a une très grande complexité. Une méconnaissance d'abord, une méconnaissance culturelle, une méconnaissance linguistique. Nous savons qu'en France, de moins en moins de Français collégiens apprennent l'allemand. Et nous savons aussi, et autant le dire clairement, que beaucoup de Français, de jeunes Français qui apprennent l'allemand ne sont, au bout de quelques années, après avoir terminé leur apprentissage, pas ou plus capables de le parler et d'utiliser ce vecteur pour communiquer avec nos amis allemands. C'est vrai également en Allemagne, même si le phénomène est moins prononcé, mais dans cet appauvrissement de la connaissance linguistique de l'autre, dans l'idée qu'au fond, pour nous parler entre Français et Allemands, il suffirait de se parler en anglais, il y a quelque chose de très déstabilisant et de très inquiétant dans ce que cela traduit de notre volonté de comprendre et de connaître notre voisin d'outre-Rhin. Chaque sujet de coopération industrielle
qui sont souvent mis en avant comme des acquis et comme des forces potentielles pour nos deux pays, se traduisent en général, lorsque l'on regarde dans le détail, par des difficultés, des incompréhensions, des approches différentes, à la fois d'organisation du travail, mais même de logique industrielle, sur des sujets aussi centraux, ou centraux, je ne sais pas comment on dit, pour nous que la politique énergétique, la géopolitique, nos relations vis-à-vis de la Russie, de la Turquie, du sud de la Méditerranée. Nos intérêts sont communs, sans aucun doute, mais nos approches peuvent être différentes. Et comme ces sujets prennent une place de plus importante dans la géopolitique européenne, comme ils sont susceptibles de constituer des sujets de plus en plus durs dans les années qui viennent, les approches différentes ne doivent pas déboucher sur des intérêts différents. Bref, ne tenons pas pour évident cette amitié, mais essayons de la construire en permanence, car elle est demain au moins aussi nécessaire qu'elle ne l'était hier. Alors, pour lancer le débat, je voudrais faire part très rapidement de trois convictions. D'abord, vous l'aurez compris, ma première conviction, c'est que nous devons faire attention. Attention à cet héritage qui nous a été légué, dont nous sommes les dépositaires, qui est le fruit du travail de géants qui nous ont précédés. Si ces géants qui nous ont précédés se sont aussi volontairement, aussi massivement engagés dans la construction d'un lien franco-allemand, dans l'épanouissement d'une amitié franco-allemande, c'est parce qu'ils savaient d'expérience combien elle était nécessaire. Pensez aujourd'hui que les temps auraient changé et qu'au fond, il ne faudrait pas y consacrer l'attention qu'eux y ont consacrée, me paraît une erreur massive, une erreur historique, un contresens total, et me paraît très dangereux pour la suite et pour la suite de nos relations et la suite de l'histoire de l'Union européenne. Nous devons donc faire attention. Et peut-être plus attention même aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, tant la force des réflexes nationaux, tant l'effritement de l'affectio societatis qui unissait les pays de l'Union européenne entre eux est aujourd'hui forte et évidente. Attention donc. La deuxième chose sur laquelle nous devons travailler, c'est de nous connaître. Et c'est un exercice perpétuel et plus délicat qu'il n'en a l'air. Nous devons faire en sorte de multiplier les initiatives qui nous permettent de nous rencontrer, d'échanger, de débattre, au fond, nous frotter les uns aux autres et d'apprendre les uns des autres. En la matière, les collectivités locales ont un rôle évident. Je sais que Jean Rotner, le président de la région Grand Est, sera appelé à s'exprimer après moi. Je le salue amicalement. Et parce qu'il est frontalier, parce qu'il est, par ses origines alsaciennes, évidemment tourné vers la relation entre la France et l'Allemagne, il a à cœur de développer ces aspects-là. Mais toutes les collectivités territoriales, toutes les entreprises, tout ce qu'on appelle en France les corps intermédiaires, doivent se poser la question de la façon dont elles affermissent le lien entre ce qu'elles sont et leurs homologues allemandes. Nous devons mettre le paquet pour nous connaître sur les formations, et notamment sur les formations au lycée et à l'université. Nous avons en France et en Allemagne un tissu de formation d'enseignement supérieur exceptionnel. C'est une des forces des grands pays européens. Mais nous devons faire en sorte de les rapprocher, de les coordonner, en tout cas de développer tout ce qui permet les échanges, les années passées. Ça existe bien entendu. Mais quand on regarde dans le détail, quand on regarde la masse de jeunes Français, de jeunes Allemands qui sont concernés par ces échanges, on constate que d'autres pays de destination sont désormais favorisés. Et il y a là quelque chose qui devrait nous laisser songeurs et peut-être même nous inquiéter. Ça, c'est la deuxième chose. Nous connaître, toujours nous connaître et essayer de nous comprendre. Et puis la troisième conviction que j'ai, c'est que nous devons travailler et ne jamais laisser les non-dits s'imposer dans la relation entre la France et l'Allemagne. Et il y a beaucoup de non-dits. Alors, parfois, ce sont des non-dits qu'on connaît, parfois, ce sont des non-dits qu'on oublie. Mais il y a beaucoup de non-dits dans la relation entre la France et l'Allemagne, et les laisser prospérer, au fond, ne fait qu'aggraver, ou en tout cas rendre plus sensibles les dangers qui s'exposent dans notre relation. Les non-dits, ou les différences, après tout les différences peuvent être légitimes, c'est nos approches en matière de politique énergétique. Nous avons fait des choix différents, et tout indique que nous allons continuer à faire des choix différents. Le choix de sortir du nucléaire pour l'Allemagne, le choix en France de le développer très fortement, et je le crois, c'est une conviction personnelle,
de le continuer, je pense que c'est un impératif, nous faisons des choix de politique énergétique différents. Les différences ne sont pas contestables, mais elles doivent se coordonner d'une certaine façon. J'allais dire, elles doivent se compléter. Or, si nous ne parlons pas suffisamment des questions de politique énergétique, nous allons rester aux irritants et nous n'allons pas comprendre l'intérêt commun que nous avons à organiser, de façon différente peut-être, mais à organiser une transition énergétique extrêmement puissante. Les questions de stratégie sont souvent des non-dits, parce que l'utilisation de la force pour faire prévaloir ses intérêts n'a pas le même sens chez les Allemands et chez les Français. Parce que la construction de matériel militaire et son usage, ses exportations, n'ont pas le même sens chez les Allemands et chez les Français. Tout ça peut parfaitement s'entendre, se comprendre, mais tout ça doit se coordonner si nous voulons ensuite, en commun, développer des projets. Sinon, le non-dit ou la mésentente viendront ruiner, le moment venu, toute la coopération industrielle et je dirais même tout le fondement, d'une certaine façon, de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Que faisons-nous vis-à-vis de la Russie? Que faisons-nous vis-à-vis de la Turquie dans les années qui viennent, dans la façon de parler, de défendre nos intérêts, de travailler avec ces géants qui se trouvent à notre frontière, d'une certaine façon, à la frontière européenne? Que faisons-nous avec les pays de l'Afrique du Nord sur ces sujets et sur bien d'autres, si nous ne coopérons pas, si nous ne travaillons pas dans le détail pour faire état de nos différences, mais pour essayer de les rapprocher, alors nous prenons le risque de laisser perdurer des non-dits, et ces non-dits, un jour, nous feront mal. Et puis le grand sujet de la France et de l'Allemagne, une fois qu'on a fait attention, une fois qu'on se connaît mieux et une fois qu'on travaille, c'est de définir, ou de participer à la définition, mais en tout cas de s'entendre sur ce que nous voulons faire de l'Union européenne demain. Non pas que l'Union européenne serait un objet à la main des Français et des Allemands et des Français, ça n'est pas du tout le sens de l'Union européenne et ce serait dangereux pour l'Union européenne de se réduire à ça. Mais c'est de savoir quelles initiatives nous voulons prendre dans une Union européenne qui a été radicalement fragilisée à la fois par le Brexit et par la crise sanitaire. Radicalement fragilisée par cette disparition de l'affectio societatis dont je parlais tout à l'heure, par le fait que les réflexes nationaux pendant la crise sanitaire ont été extrêmement vigoureux. Comment faisons-nous pour proposer un modèle qui n'est plus un modèle de défense de l'Union européenne telle que nous la connaissions, mais qui est un modèle de construction d'une force européenne dont nous avons besoin? Avec quel pays? Autour de quelles compétences? Avec quel système de décision? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui doit changer dans notre conception de l'Union européenne? Si nous n'en parlons pas, le délitement, à mes yeux, sera progressif et dangereux. Si nous ne nous mettons pas d'accord, il est probable que rien ne pourra évoluer. Si nous en parlons, si nous travaillons, si nous disons ce qui est essentiel et ce qui l'est moins, ce sur lesquels nous devons être d'accord et ce sur quoi ça n'est pas grave d'être en désaccord, alors nous avons une chance de redonner de la puissance à cette construction européenne. Et l'avenir de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est aussi l'avenir de la construction européenne, de cet espace de paix et de prospérité que nos prédécesseurs ont voulu construire et qu'il est de notre responsabilité de préserver et d'affermir. La question de l'élan et du rebond de la relation franco-allemande, elle est donc au cœur des années qui viennent. Et je me réjouis beaucoup qu'aujourd'hui, dans ce jour qui n'est pas un jour comme les autres, nous puissions y réfléchir ensemble. En tout cas, merci pour votre invitation et bonne réflexion. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Et après ces propos, nous allons maintenant passer la parole à M. Jean Rotner. Vous êtes le président de la région Grand Est, une région française plus vaste que la Belgique, qui compte 4 frontières et dont l'histoire et la réalité la place fermement au cœur de l'Europe. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Théo, notre jeune étudiant, qui vous posera la première question, une question qui va constituer, je crois, une belle introduction à notre débat. Théo. Bonjour Jean Rotner. J'aimerais vous demander d'abord de me livrer une anecdote personnelle qui illustre réellement l'enjeu franco-allemand et ce, dans l'Europe. Ma question n'est pas anodine au sens où mes grands-parents répondaient probablement la guerre, mes parents probablement la guerre froide, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Et peut-être en complément de mon interrogation, l'Europe a-t-elle encore un avenir dans sa construction et est-ce bien au couple franco-allemand d'impulser un nouvel élan?
Alors justement, Jean Rotner, avec ce genre de questions, les derniers mois de la crise sanitaire ont montré une réelle coopération de la région Grand Est avec ses voisins, notamment allemands pour le traitement des malades. Est-ce que cette efficacité pour vous résulte de la force des relations franco-allemandes ou est-ce que c'est à placer dans le cadre du modèle européen? Bien, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation, Elmonor, déjà, et intervenir après Édouard Philippe en amitié me fait particulièrement plaisir sur cette thématique de l'Europe qui est au cœur de mon action publique et probablement de mon engagement politique aujourd'hui. Et pour répondre à Théo, je crois que si j'avais deux mots, c'est à la fois amitié et solidarité. Amitié, parce qu'aujourd'hui, en proximité de part et d'autre de la frontière, autour de la région Grand Est, nous avons vraiment des relations d'amitié les uns avec les autres au niveau politique, ce qui a permis, lors de la pandémie, il y a un an, d'être dans une forme de solidarité exceptionnelle. Exceptionnelle parce que c'est vrai qu'au début, on s'est cherché, on n'a pas bien compris, il a fallu qu'on réagisse pays par pays, et ensuite, eh bien, très rapidement, s'est mis en place cette capacité d'interagir les uns avec les autres, à la fois au niveau technique, au niveau politique, et on est passé d'un ronronnement, on va dire, des relations franco-allemandes à une action extrêmement motrice de solution à la crise, en tout cas pour la France. Vous savez que ma région a été particulièrement touchée, ma ville, Mulhouse, a été particulièrement touchée. Et sans cette solidarité franco-allemande qui s'est exprimée au départ par quelques oui en disant on va accueillir vos malades, eh bien, c'est transformé en une vague de soutien. Toute l'Allemagne, à l'exception d'un Länder pour un problème technique, eh bien, tous les Länder ont accueilli des malades venant de la France. Et derrière cela, il y a eu la Suisse. Et derrière ça, il y a eu le Luxembourg. Et derrière cela, il y a eu l'Autriche. Donc oui, à partir de cet exemple, de cette anecdote, de cette meilleure connaissance que nous avons les uns des autres, finalement, dans le travail quotidien que nous menons ensemble dans le transfrontalier, eh bien, ont pu naître des accords de solidarité, une efficacité opérationnelle supplémentaire et qui se poursuit aujourd'hui. Ce n'est pas simple tous les jours parce que parfois, il y a naturellement Paris et Berlin qui s'imposent aussi dans le quotidien et c'est normal, mais on est passé d'une diplomatie prudente à une amitié diplomatique efficace. On aimerait bien vous entendre aussi, Jean Rotner, sur la place de l'Europe dans le monde. Ce sont des questions qui reviennent fréquemment. La capacité surtout de l'Europe à défendre son modèle face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie, voire la Turquie, mais aussi de conserver, certains diraient, de consolider sa propre unité. Alors, comment est-ce qu'une grande région comme la vôtre peut-elle attirer des investissements internationaux extra-européens lorsqu'elle entre quelque part aussi en concurrence avec d'autres régions européennes? Je crois qu'il faut se dire les choses. Oui, la concurrence, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et elle se vit au quotidien. Mais moi, je préfère parler aujourd'hui, plutôt que de territoire transfrontalier, d'un espace de coopération européen, d'un espace de vie. Et dans cet espace de vie, on a des entreprises allemandes qui s'installent par exemple chez nous, toujours encore. Une entreprise comme Dräger vient de faire un investissement conséquent tout près de Strasbourg. Et inversement, nous avons, nous, aujourd'hui, des coopérations qui se font et des importations françaises qui se font aussi en Allemagne. Et il y a là des compétences qui sont parfois différentes. Je pense aussi dans l'usine 4.0, une complémentarité qui existe bien, très technologique de la part de l'Allemagne, plutôt sur les usages de la part de la France, ou dans les offreurs de solutions français, il y a une véritable compétence qui s'accorde entre nos deux pays. Mais là aussi, je ne limite pas la vision au couple franco-allemand. Dans l'espace européen qui est le mien, direct, avec le Luxembourg par exemple, avec la Wallonie également et nos amis belges, aujourd'hui on va plus loin. C'est-à-dire que pour préparer l'économie de demain et l'économie européenne et finalement la possibilité de revenir par rapport à ces concurrences internationales extrêmement fortes que vous avez citées, eh bien, il y a par exemple la recherche fondamentale qu'il faut structurer, qu'il faut encourager. Et avec Winfried Kretschmann, avec Tobias Sanz, avec Elio Di Rupo, avec le Premier ministre luxembourgeois lui-même qui se charge de ce dossier, nous essayons aujourd'hui
bien petit à petit dans nos collaborations de mettre en place une forme de vallée européenne de l'intelligence artificielle entre nos centres de recherche. C'est par exemple un domaine commun qu'en tant que président aujourd'hui de la grande région, eh bien, j'anime avec force parce que j'y crois, parce que les structures sont là, parce qu'un certain nombre de programmes européens, et l'Europe vient parfois consolider aussi ces coopérations, les encourager. Un programme européen dans lequel nous avons régionalement Clinova qui permet à partir des datas médicales, eh bien, entre la Sarre, le Bade-Wurtemberg et le Grand Est, d'avoir un projet de recherche de plus de 100 millions d'euros qui vient de démarrer. C'est comme cela qu'on prépare finalement la concurrence à la fois d'aujourd'hui et de demain. Et il faut que l'Europe s'impose dans le concert mondial. Il ne faut pas craindre la concurrence régionale. Il faut au contraire qu'elle nous stimule et que parfois elle puisse se rassembler pour avoir un effet masse et devenir véritablement opérationnel, concurrentiel à l'échelle mondiale. Si je peux synthétiser aussi certaines autres questions que nous avons reçues, il s'agit des priorités utiles pour l'Europe et pour le franco-allemand. Chacun exprime évidemment sa propre priorité. Il y a l'environnement, il y a des questions de fiscalité, le modèle social, la prise de décision au sein de l'Europe, c'est aussi une source de questions, son avenir économique partant de pandémie. Mais au fond, pour vous, quel est le domaine le plus urgent en ce qui concerne les priorités? C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui peut-être d'essayer de réfléchir à une forme de relance et de relance franco-allemande qui soit vraiment le moteur de l'Europe. On parlait précédemment de la concurrence. Aujourd'hui, autant ça a été parfois difficile techniquement de gérer la crise, autant moi je rêve d'une forme de relance commune à travers naturellement les plans européens. Le plus connu d'entre eux est probablement le Green Deal. Nous disposons aujourd'hui de fonds européens qui nous arrivent directement au niveau des régions. Il faut que nous ayons l'intelligence entre régions localement de nous inscrire dans une dynamique européenne de la relance de nos pays. Et il faut que là, nous dépassions nos frontières et que nous sachions le faire ensemble. Donc oui, je pense que la première des priorités aujourd'hui, c'est que nous soyons le quartier général du retour à une vie la plus normale possible et de la relance. Et cette relance, il faut la concevoir, je pense, au niveau européen et particulièrement au niveau des régions européennes. Alors, vous êtes mieux placé que quiconque pour répondre à la prochaine question sur comment ça doit marcher dans ce couple franco-allemand. La voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle, est-ce qu'elle est suffisante? Qu'attendez-vous de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Et comment l'histoire de votre région, la région Grand Est, qui est au cœur de l'Europe, est dotée d'un fort visage européen, comme vous avez dit aussi le Parlement européen à Strasbourg. Comment cette région peut-elle contribuer à cette méthode? Alors, le traité d'Aix-la-Chapelle est un traité important. Il nous permet aujourd'hui de travailler au quotidien. L'Assemblée parlementaire franco-allemande est un élément moteur, je crois aussi, parce que pour gérer tout simplement ce qu'on appelle les irritants du quotidien. Et il nous faut aujourd'hui passer par la voie réglementaire, donc par la voie législative, parfois pour avancer un petit peu plus vite, et nous étions souvent bloqués par des législations différentes entre la France et l'Allemagne. Donc c'est une bonne avancée. C'est une bonne avancée parce qu'on a une meilleure coopération entre nos parlementaires et nos parlements, et on a du coup aussi ce travail qui vient même du terrain avec les eurodistricts qui sont la base finalement de ce qui parfois peut dysfonctionner. Donc on a toute la chaîne de valeur depuis la réalité du terrain jusqu'à la décision politique, qui aujourd'hui est en capacité d'être activée dans ces réunions régulières, cette capacité de progresser. Et la crise a été un accélérateur, un catalyseur, c'est-à-dire que à travers la crise, à travers ces réunions hebdomadaires que nous avons toujours pour gérer de part et d'autre de la frontière la situation, eh bien, le traité d'Aix-la-Chapelle nous permet aussi d'accélérer sur les autres domaines. Et je crois qu'il est en tout cas structurant. C'est une forme de colonne vertébrale, de feuille de route, et nous nous appliquons à être non pas le plus créatif, mais le plus opérationnel par rapport aux besoins de nos concitoyens. Donc oui, il est fort, il est essentiel, il est majeur, et pour nous, c'est
comme une sorte de phare, je pense, dans parfois ce qui peut être complexe dans le domaine européen et qui, à travers cette coopération franco-allemande de proximité, dans cet espace justement de vie commun, eh bien, peut servir d'exemple aux autres. Alors, je passe la parole à Philippe Ange, qui est directeur du Centre mondial de la paix, pour une dernière question. Jean Rotner, nous sommes le 9 mai, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. La région que vous présidez, la région Grand Est, est riche de cette histoire européenne extraordinaire avec ses villes symboles, ses Reims avec la réconciliation entre Adenauer et De Gaulle, ses Verdun avec cette image iconique de François Mitterrand et d'Helmut Kohl main dans la main sur le champ de bataille. Et c'est bien sûr Strasbourg avec le Parlement européen qui incarne la réalité démocratique de l'Europe aujourd'hui. Dans quelques heures, vous allez recevoir le président de la République qui se rend aujourd'hui en cette journée de l'Europe à Strasbourg. Qu'allez-vous lui dire ? On a besoin de lui, qu'on a besoin du gouvernement français plus que jamais pour considérer le fait transfrontalier comme un élément majeur du progrès européen et justement de cette avancée franco-allemande. Dans la région Grand Est, nous sommes un peu les marins de la terre, de cette terre européenne. Nous sommes l'avancée de la France finalement dans le continent européen. Et donc, il faut que depuis Paris, on considère le fait transfrontalier comme quelque chose de normal et qu'on l'intègre dans les politiques générales françaises. Ça, c'est important. Deuxième point, je crois qu'effectivement, vous l'avez rappelé, fort de cette histoire, fort de ce que représentent aujourd'hui tous ces lieux de fracture de l'amitié franco-allemande, mais aussi ces lieux de réconciliation. Et vous dirigez un lieu magnifique autour de la paix, et ça c'est exceptionnel, sachons la conserver. Eh bien, il y a pour le gouvernement français aussi l'obligation d'être derrière des lieux symboliques et des lieux opérationnels de l'Europe. Et je fais référence naturellement à la place de Strasbourg. Strasbourg n'est pas en concurrence avec d'autres. Strasbourg fait partie d'un tout, à la fois de la place de Luxembourg, de la place de Bruxelles, de la place de Francfort, de la place de ces autres villes à vocation européenne, mais Strasbourg, c'est la couture entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Allemagne. Et j'étais très heureux de voir que Winfried Kretschmann, mon homologue du Bade-Wurtemberg, avait dans son programme justement ce soutien et cette défense et cette volonté de permettre à Strasbourg de rester une ville à vocation européenne, une capitale européenne. Et je redemanderai là aussi au président Macron de réaffirmer plus que jamais son soutien à cette dynamique européenne à travers notre deuxième capitale française, Strasbourg. Merci beaucoup, Jean Rotner. Et je confirme, moi qui ai pu faire pas mal d'émissions sur l'Europe dans ma carrière, ça a toujours été dans votre région, 5 ans à Nancy, et puis j'étais à Arte à Strasbourg. Donc, je témoigne personnellement de cet engagement et merci de votre participation donc, au grand débat organisé par Denkfabrik et le Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme à l'occasion d'aujourd'hui, la journée de l'Europe. Ce débat s'achève avec de précieuses réponses que chacun pourra retrouver en vidéo et en podcast. Nous serons bien sûr très attentifs dans les prochains mois qui seront passionnants puisque rythmés par les élections législatives en Allemagne avec un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puis évidemment la présidentielle ici en France. D'ici là, je vous invite à suivre l'actualité du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme et de Denkfabrik sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, surtout, réserver vos 15 et 16 septembre prochains pour un événement franco-allemand exceptionnel, n'est-ce pas, Philippe Ange, qui se déroulera au Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Merci beaucoup und auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Guten Tag, Franziska Brandner. Vous êtes députée du Bundestag au sein du groupe Les Verts. Vous êtes originaire du Land du Bade-Württemberg. Vous étiez précédemment députée européenne. Vous êtes diplômée d'Harvard et de Sciences Po, ce qui fait de vous une parfaite polyglotte. Bonjour, c'est pas Harvard, c'est Columbia, mais bon. Excusez-nous, on m'avait dit Harvard. C'est la même chose, donc c'est tout aussi prestigieux. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter donc un étudiant justement, Yann, notre jeune étudiant, qui vous posera la première question, une question qui va constituer, je crois, une belle introduction à nos débats. Yann. Bonjour à tous, bonjour Franziska Brandner. J'aimerais commencer cette table ronde par vous demander de me livrer une anecdote personnelle qui illustre vraiment l'enjeu du franco-allemand dans l'Europe, selon vous. C'est pas une question anodine. À cette question, sûrement mes grands-parents auraient répondu que c'était la guerre. Mes parents auraient peut-être répondu que c'est la guerre froide. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Et peut-être pour concrétiser tout ça, est-ce que l'Europe a-t-elle encore un avenir dans sa construction et est-ce que c'est bien le couple franco-allemand qui va impulser ce nouvel élan? Alors, pour la première question, moi j'ai grandi à Neuenburg am Rhein, c'est vraiment à la frontière franco-allemande. Et je me rappelle très très bien quand on allait souvent les samedis faire les courses au supermarché à Chalampé pour acheter du bon pain, du bon vin pour mes parents. Et qu'il y avait à l'inverse les Français qui venaient à Neuenburg pour acheter. À l'époque, c'était beaucoup moins cher, le PQ, etc. en Allemagne, au Aldi. Et je me rappelle très, très bien le jour où il ne fallait plus amener la carte d'identité pour traverser le pont pour aller faire les courses de l'autre côté. Et que la station des douanes, la grande construction, se démolissait de pas à pas. Et qu'à un moment, on ne voyait même plus qu'il y avait une frontière, c'était juste un pont sur le Rhin. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment très, très profondément dans mon cœur qu'on a réussi à en faire un espace commun où les uns achètent à Chalampé, les autres à Neuenburg, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et du coup, pour moi, c'est aussi ça, l'Europe, c'est très concret dans la vie de tous les jours. Pour les questions, est-ce que l'Union européenne est à la hauteur des défis actuels? Moi, je pense que l'Union européenne est un super beau projet que nos ancêtres, mes ancêtres ont osé et ont eu l'audace à créer après des centenaires d'horreurs sur notre continent, souvent commencé en Allemagne. Et du coup, je pense que c'est un projet qui vaut la peine d'améliorer de jour à jour et que ça ne sera jamais parfait. C'est comme la démocratie, ce n'est jamais parfait, mais il n'y a rien de mieux. Et du coup, pour nous, l'objectif, c'est de voir où est-ce qu'il faut renforcer, améliorer les structures, mais aussi les politiques, les décisions politiques des États membres et du Parlement européen. Et pour nous, les grands défis, c'est la protection du climat, c'est le numérique, c'est le social et c'est la démocratie. Et du coup, à chaque niveau, il faut voir quelle est la responsabilité de l'Europe, où est-ce qu'on peut et on doit renforcer la capacité d'action de l'Union européenne pour nous donner une meilleure résilience, une plus grande souveraineté stratégique de notre continent dans ce monde qui devient de plus en plus complexe et, je veux dire, dangereux. Du coup, pour nous, c'est ça, c'est de voir les défis, de renforcer l'Europe pour pouvoir y répondre et en même temps de défendre ce que nos ancêtres ont pu et osé créer. J'aurais une question par rapport à ça, Franziska Brandner. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu difficile, justement, ce lourd héritage des ancêtres, comme vous l'appelez? Est-ce que parfois, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas carrément peut-être couper le cordon avec ce lourd passé de l'Europe, maintenant que les générations de la Seconde Guerre mondiale sont plus tellement là? Est-ce que c'est parfois difficile à porter ce lourd héritage? Moi, je pense qu'on ne peut jamais couper avec le passé de toute façon, même si on le voulait. Et il reviendrait par d'autres moyens et par d'autres chemins et qui seraient probablement plus nocifs. Du coup, moi, je pense qu'on doit arriver ou réussir en Europe, c'est d'écrire plutôt une histoire commune, qu'on raconte l'histoire bien sûr, des horreurs et terreurs du régime de nazi ensemble et qu'on sache plus en Allemagne, par exemple, ce que les nazis ont fait en Grèce, on en sait très très peu, pareil dans d'autres États, aussi de savoir mieux ce qui était la collaboration Vichy, etc.
mais aussi d'aller plus loin dans l'histoire. On a une autre manière de raconter Napoléon en Allemagne qu'en France. C'est une toute autre vision de cette histoire aussi, mais aussi de parler, par exemple, de notre passé colonial commun qui s'est souvent croisé entre Italiens, Belges, Français, Allemands en Afrique et les terreurs qu'ils ont commis à l'époque en Afrique et ce que ça fait avec nous aujourd'hui. Du coup, je pense que le défi, c'est ne pas du tout d'abandonner ou de couper, mais de réussir une histoire commune qui est racontée ensemble, qui voit les chemins croisés et aussi les complexités. Alors, Franziska Brandner, vous imaginez que beaucoup de jeunes ont posé des questions sur des sujets touchant à l'environnement. Et justement, votre parti est en haut des sondages en ce moment. Donc, la question qui intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce qui changerait dans cette relation franco-allemande si, lors des élections législatives, si on se retrouve dans quelques mois avec une chancelière qui vient de votre parti. Qu'est-ce qui changerait? Nous sommes des vrais pro-européens qui ne parlent pas juste de l'Europe le dimanche et l'oublient le lundi, mais on est prêt vraiment à définir les intérêts allemands comme des intérêts européens et de ne plus, par exemple, dans le domaine de la politique extérieure, de mettre à égal la politique d'exportation des voitures avec un intérêt de la politique extérieure, de sécurité de l'Allemagne ou de l'Europe. Et nous, on est prêts à aussi, par exemple, dans la question de l'énergie, d'être vraiment en solidarité avec nos amis en Europe de l'Est, on a les Baltes, etc., pour leur indépendance quand il s'agit de la pipeline Nord Stream 2. Du coup, à chaque moment où le gouvernement allemand, ces dernières années, a plutôt considéré finalement un intérêt économique de quelques acteurs allemands, nous, on sera prêts à mettre vraiment les intérêts ensemble qui sont aussi les nôtres, c'est-à-dire une Europe vraiment qui arrive à la transition nécessaire pour le futur et à une Europe renforcée et plus résiliente et plus indépendante. Du coup, ça, c'est une très grande différence au gouvernement actuel. Et deuxièmement, ce qui est aussi important, c'est que nous sommes convaincus que de juste stabiliser le statu quo n'est plus suffisant pour vraiment pouvoir exister dans ce monde que je viens de définir comme complexe et plutôt hostile à nos valeurs. Du coup, la question, c'est de ne plus se autocompter, de gérer bien les crises pour stabiliser le statu quo, mais c'est de vraiment se demander quelle est l'ambition où on veut aller. Comment on peut arriver à avoir, par exemple, dans le domaine de la santé, plus de résilience, moins de dépendance des acteurs comme de la Chine ou de l'Inde pour vraiment pouvoir protéger nos citoyens. Quelle est l'ambition de l'Europe pour la transition énergétique? Comment on arrivera vraiment à investir dans les nouvelles énergies du futur? Comment on le fera mieux ensemble, parce qu'on y arrivera mieux ensemble? C'est un changement de l'Europe et plus juste de stabiliser le statu quo. Alors justement, beaucoup de questions sur la place de l'Europe dans le monde et de sa capacité à défendre son modèle face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou même la Turquie. Beaucoup de questions en ce moment. Vous l'avez dit, l'environnement est évidemment donc la priorité pour votre parti. L'Europe se dote progressivement d'objectifs ambitieux, mais cette transition écologique pose plusieurs questions. D'abord, c'est une source d'inquiétude pour des pans entiers de l'industrie, l'automobile, l'agriculture, pour n'en citer que deux. Ça peut aussi être source de concurrence déloyale sur le marché européen. Et puis, beaucoup de doutes aussi sur l'électrification des transports en remplacement des moteurs thermiques. Et plus largement, l'utilisation croissante de l'électricité pose la question de sa production propre. Qu'avez-vous à dire sur toutes ces questions qui concernent beaucoup les jeunes? D'abord, je veux vous corriger parce qu'on n'a pas juste un objectif, l'environnement. Notre objectif, c'est le bien-être pour tous qui est juste au climat.
c'est tout un autre objectif, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vaste et ça a tout en vue et pas juste un aspect du débat. Pour vos questions concernant le secteur automobile ou de l'agriculture, je vous dis très, très franchement, on sait tous très bien que la voiture actuelle n'est pas la voiture du futur, que la voiture du diesel, etc., elle n'aura pas de futur. Du coup, la question, c'est plus est-ce qu'on continue à bâtir les voitures comme on les a, mais la question, c'est est-ce que les Européens seront encore des producteurs de voitures dans le futur ou non? Du coup, si on n'arrive pas à faire la transition suffisamment tôt, ben, on achètera tous des voitures américaines ou chinois. C'est ça la question. C'est plus est-ce qu'on y va lentement, plus lentement? C'est tout simplement si on veut avoir une production de voitures en Europe, est-ce qu'on réussira à faire la transition suffisamment rapide pour être compétitif ou on n'y arrivera pas? Et du coup, on deviendra importeur de voitures. C'est tout ça la question. Du coup, pour moi, c'est une vraie vision industrielle, économique, de transformation et qu'il faut soutenir. Et il faut bien sûr aider aussi le secteur dans ce changement, surtout les gens qui travaillent dans ce secteur-là, avec des aides financières à la formation, etc., à l'innovation et d'avoir une nouvelle vision, plus de l'automobile, mais de la mobilité. Notre secteur d'automobile doit devenir un secteur de mobilité, de liaison des différents modules de mobilité. C'est un vrai nouveau défi. Et comme je viens de dire, j'espère qu'on y arrivera pour garder une industrie importante en Europe. Deuxième point sur l'agriculture. Nous, on se bat depuis très, très longtemps pour que les agriculteurs puissent vraiment vivre de ce qu'ils produisent et que ceci sans détruire notre planète. Du coup, il faut sortir de la logique du plus en plus pour revenir à une logique du bon et du produit localement. Et c'est clair que c'est une toute autre approche qui sort de l'agriculture industrielle. Et on est convaincu que les agriculteurs en vivront mieux après aussi. Surtout ceux qui sont des vrais agriculteurs encore aujourd'hui et pas juste des grandes, énormes entreprises industrielles comme les a en Allemagne, dans quelques parties en Allemagne. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez lancé chacun des pistes prioritaires pour l'action. Il y a beaucoup de questions aussi pour savoir quelle méthode pour avancer ensemble entre la France et l'Allemagne. Nombreux sont les interlocuteurs à avoir souligné l'importance de la question de la méthode et adoptée pour que l'action et l'élan franco-allemand se traduisent concrètement et pas simplement dans un accord de circonstances entre les dirigeants. Par exemple, la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle est-elle suffisante et qu'attendez-vous de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Alors, Franziska Brantner, vous étiez impliquée dans la création de l'Assemblée franco-allemande un peu plus d'un an. Quel bilan en faites-vous et est-ce qu'il est nécessaire de renforcer ses compétences? Oui, c'est vrai, je me rappelle encore très, très bien. C'était fin d'année 2017 que Andreas Jung, Michael Link et moi ont lancé cette idée de créer une assemblée franco-allemande des parlementaires du Bundestag et de l'Assemblée nationale. C'était encore pendant les négociations à l'époque de Jamaïca, où nous, on voulait donner cette impulsion pour les négociations. Ce gouvernement n'a jamais eu lieu, mais l'idée a persisté et on a réussi à pouvoir créer cette assemblée commune. Moi, je pense que cette assemblée a présenté toute sa valeur ajoutée pendant la crise du Covid, qu'on a réussi et su se contacter rapidement quand il y avait des difficultés sur le terrain, surtout dans le transfrontalier, et de pouvoir en discuter ensemble. Je pense que vraiment c'était important d'avoir ces contacts et ces liens et cet échange et de pouvoir, par exemple, en tant que députée allemande, poser des questions au ministre de l'Intérieur français et vice-versa, des députés français qui pouvaient poser des questions à M. Seehofer, que c'est important de pouvoir comprendre l'autre perspective, mais aussi de trouver des solutions communes. Et je suis convaincue que l'été dernier, les frontières auraient été encore fermées beaucoup plus longtemps
s'il n'y avait pas cette assemblée et qu'on aurait probablement fermé de la même manière les frontières avec la France comme on les a fermées avec la République tchèque ou l'Autriche. Et que notre travail continuel a réussi à trouver des moyens différenciés et beaucoup plus adaptés à nos régions transfrontalières que ce qui a été fait dans d'autres régions transfrontalières de l'Allemagne. Pas mal de questions aussi des jeunes, évidemment, sur la différence de culture concernant les questions de l'environnement entre la France et l'Allemagne. Moi, je suis britannique, j'ai vécu à Paris, à Berlin, et j'ai vu qu'il y a des approches très différentes. Vous, qui êtes un peu des deux cultures, comment vous expliquez cette approche différente? Et puis, une ou deux questions sur le fait, vous êtes en haut des sondages. Quel tuyau est-ce que vous donneriez-vous aux Verts en France pour avoir le même dynamisme, pour eux aussi être en haut des sondages? Quel est votre secret? On a la même culture du principe de précaution, ce qui nous réunit et qui est un des grands facteurs qui nous divise plutôt avec les États-Unis ou avec les British. Je pense que ça, c'est vraiment un facteur central qu'on a en commun concernant l'environnement et le climat. Je pense qu'il y a aussi, qu'on a plutôt en commun, cette vision d'une agriculture régionale, locale, je veux dire la bonne bouffe. Ça, c'est plutôt une approche que les environnementalistes français et allemands partagent. Par exemple, là, en ce moment, on a un combat commun dans ma région. C'est Stocamine, c'est une question des stockages des déchets toxiques qui sont stockés dans un environnement qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr, et où on se bat ensemble pour que ces déchets toxiques ressortent et soient traités, parce que ça impliquerait des dangers vraiment énormes pour l'eau potable dans notre bassin du Rhin que nous partageons. Du coup, on travaille très, très bien ensemble. C'est plutôt une coopération étroite. Et la deuxième question, c'est je souhaite tout le bonheur et vraiment tous les bons résultats à mes collègues français de ELV. Et je pense qu'ils ont le même niveau d'ambition que nous pour, je veux dire, cette approche dynamique de transformation de nos sociétés, de ne jamais oublier le volet social, d'être ambitieux sur la protection du climat, de ne pas oublier nos libertés. Et je pense que là, encore, on est très en commun. La grande différence, c'est le système électoral entre l'Allemagne et la France. Je veux dire, sans un système électoral à la proportionnelle en Allemagne, nous, les Verts allemands, on ne sera pas du tout dans la même situation non plus. Du coup, je souhaite à tous les Français que vous allez pouvoir réformer aussi et renforcer l'Assemblée nationale et de changer aussi, peut-être de pouvoir avancer. Je sais que le débat a été beaucoup plus fort à l'époque d'une Nouvelle République, quand moi j'ai vécu en France, que c'est devenu un débat moins présent en France ces jours-ci. Mais bon, je pensais toujours que c'était un débat nécessaire et important et au sein de notre Assemblée commune, on voit très bien que l'Assemblée nationale a beaucoup moins de droits que le Bundestag. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi un volet législatif important, responsable, qui joue un rôle important dans les décisions qui nous concernent tous. Dernière question à Franziska Brantner. En une phrase, nous sommes la journée de l'Europe. Qu'est-ce qui vous rend, vous, fière d'être européenne? Quelles sont les valeurs dont vous êtes fière? Moi, je suis très fière de la Charte des droits fondamentaux que l'Union européenne a su se donner. Ce sont des droits très aussi modernes, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement. C'est une charte très, très moderne des droits des citoyens. Et j'aimerais bien qu'on arrive un jour à ne plus juste limiter son application aux droits européens, mais vraiment aux droits aussi nationaux. Que les citoyens européens en soient tous égaux devant la loi, devant cette charte européenne des droits fondamentaux et qu'on puisse l'invoquer en Hongrie pour défendre la liberté de la presse autant qu'en France ou en Allemagne et que ça devienne la base de notre Union européenne. Vielen Dank für die Beteiligung.
Sehr gerne. Herzlich willkommen, Michaela Wiegel. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien de référence en Allemagne. Vous êtes auteur de plusieurs enquêtes remarquées sur plusieurs présidents de la République française et vous êtes spécialiste de la relation franco-allemande. Avant de vous donner la parole, nous avons Léandre, notre jeune étudiant, et qui va vous poser la première question qui, je crois, va constituer une belle introduction à notre entretien. Bonjour à tous. Merci, Madame Wiegel, pour votre présence. J'ai une petite question. J'ai remarqué que lorsque je demandais à mes proches, surtout aux membres de ma famille, ce qui, selon eux, illustrait les relations franco-allemandes, ils avaient tous des réponses différentes, légèrement différentes selon leur expérience en tout cas. Mes grands-parents, par exemple, répondaient la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents répondent la guerre froide. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous, personnellement, vous avez une anecdote ou une expérience qui illustrerait ces relations franco-allemandes? Et en complément, deuxième petite question, est-ce que, selon vous, l'Europe a-t-elle un avenir dans cette construction? Et si oui, forcément oui, est-ce que c'est bien au couple franco-allemand d'en impulser ce nouvel élan? Alors, Michaela, vous êtes une observatrice avertie de la politique française. Pour vous, le franco-allemand est-il une réalité ou parfois plutôt un affichage côté français? Oui, alors bonjour et tout d'abord, merci beaucoup pour cette formidable initiative. Alors, beaucoup de questions. Je trouvais très pertinente la question de Léandre Lepers. Et effectivement, il a dit que 2 générations, c'était en quelque sorte, l'Europe, c'était pour protéger contre la guerre froide. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je trouve qu'on est, je suis vraiment la première génération, on a l'Europe pour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe pour, c'est justement, on peut l'utiliser pour créer notre avenir. Alors, ça paraît très abstrait, mais c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire voyager, étudier, travailler dans un autre pays. Tout ça, on a un peu l'impression, comme l'euro qu'on a dans notre portefeuille, que ça va de soi. Mais je crois que ça ne va pas du tout de soi. Et Alex Taylor probablement peut en parler un peu avec le Brexit. Et donc, je crois réellement, c'est ça, l'avenir de l'Europe. J'ai une autre question à répondre, c'est est-ce que c'est juste un affichage de franco-allemand? Alors, effectivement, on peut se dire que c'est devenu une routine, il y a beaucoup de relations institutionnalisées, mais le cœur parfois n'y est pas. Mais je crois quand même, malgré tout, cette origine qui vient du fond de notre histoire, de cette opposition et souvent cette rivalité franco-allemande, elle reste vivace. Et donc, je crois qu'il est très, très important d'y travailler tous les jours et de surmonter nos tendances naturelles. Vous avez parlé du Brexit, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe et pour le couple franco-allemand ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'Europe? Alors, je suis aussi plutôt une optimiste. Alors, je suis très triste que nous n'avons plus la Grande-Bretagne avec nous. Je le regrette beaucoup, surtout par rapport à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que l'Europe est vraiment un projet d'avenir pour les jeunes générations qui peuvent faire des parcours très différents et ça va être de plus en plus difficile. Mais nous voyons aussi que justement ces nationalismes petits avec des enjeux souvent ridicules, ces nationalismes sont de retour. On l'a vu tout récemment avec cette dispute sur les droits de pêche autour de Jersey, même si je ne veux pas exagérer ce conflit, mais on voit dans les réactions que malgré tout, ça peut revenir très vite.
Alors, parmi les questions qui sont souvent revenues parmi les jeunes, Michaela, il y a la place de l'Europe face au reste du monde et sa capacité à défendre son rôle et surtout ses valeurs dont on parle souvent face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou aussi la Turquie qui concerne beaucoup aussi l'Allemagne pour conserver et consolider son unité. Alors, comment est-ce que vous interprétez les turpitudes européennes face à des stratégies établies et menées avec conviction par la Chine, par les États-Unis et par la Russie? Oui, je dirais là, on est vraiment au cœur aussi de la question pourquoi la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Parce que justement, nous avons en Europe, dans tous les pays européens, des traditions très différentes vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis de la gestion des crises. Vous avez des nations comme l'Allemagne qui a renoncé quasiment à jamais à utiliser la force militaire comme moyen de pression. Et on a des pays comme la France, dont la tradition d'avoir aussi le facteur militaire, d'avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, crée une réaction totalement différente. Et je pense réellement, nous sommes dans une étape un peu douloureuse, un peu entre deux, de créer, d'élaborer une politique extérieure pour l'Europe. Ça ne marche pas encore très, très bien, mais je crois que c'est vraiment une nécessité parce qu'on est entouré de plus en plus des puissances comme la Turquie, la Russie et aussi la Chine, qu'on appelle désormais un rival systémique, des puissances qui ne nous veulent pas forcément du bien. Est-ce qu'on a été un peu nul en tant qu'Européens sur la question des vaccins? Alors, je crois là aussi, on est dans un sujet un peu où on est, c'est une nouvelle expérience. Comme souvent, une nouvelle expérience, on ne fait pas tout bien. Je crois la bonne volonté était là au début, mais effectivement, comme le domaine de la santé, c'est un des rares domaines où on avait laissé vraiment les nations normalement tout gérer. En fait, on n'avait pas encore les compétences et capacités. Et du coup, la logistique, on n'a pas fait ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire passer en quelque sorte à une économie de guerre pour avoir toute la logistique. Parce que nous, on ne savait pas. Mais je pense quand même, on n'est pas encore à la fin et je crois que le regard va être plus bienveillant bientôt de beaucoup d'Européens parce qu'on va réaliser quand une bonne partie de la population va être vaccinée que malgré tout, on fait partie de ces pays heureux où le vaccin est accessible pour tout le monde et non pas selon ses revenus et ses richesses. Alors, parmi les questions qui nous ont été transmises, beaucoup d'interrogations sur la priorité pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Est-ce que cela doit être l'environnement pour certains, le modèle social ou fiscal pour d'autres, la prise de décision au sein de l'Europe, l'avenir économique? Pour vous, quel est le domaine le plus urgent et le plus stratégique dans lequel il est nécessaire de faire évoluer ce concept d'Europe? Alors moi, j'ai un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est cette initiative des universités européennes lancée par le président Macron lors de son discours de la Sorbonne, qui a pas mal marché. Il y a maintenant 41 universités européennes. Mais je me dis, ça peut marcher à long terme uniquement si on en parle beaucoup plus et surtout si on met beaucoup plus d'efforts sur l'apprentissage des langues. Et je le vois dans le petit monde franco-allemand, et je ne le dis pas pour vexer l'anglophone Alex Taylor, mais je me dis, il faut vraiment, bien sûr, tout le monde doit apprendre l'anglais, mais il faut vraiment qu'on apprenne les langues des autres pays européens. Je trouve le rêve que chacun parle au moins une autre langue à côté de l'anglais d'un pays partenaire.
on doit en parler et on doit faire des efforts beaucoup plus importants. Ça, ce serait mon rêve pour l'Europe. Bah, je vous rassure, Michaela, je me bats pour le multilinguisme, moi anglophone, mais je me bats pour que chacun parle Je sais, je sa sais. langue Il faut vous taquiner. im Herzen Europas. Vous avez suivi vous-même les différents présidents de la République française et leurs ambitions européennes. Vous connaissez les énormes différences institutionnelles qui régissent les pouvoirs entre un président et un chancelier ou une chancelière. Comment est-ce que vous analysez-vous, ce serait intéressant de savoir, le rôle du président de la France dans le cadre de la dynamique européenne et franco-allemande? Alors, le président Macron, il a commencé avec énormément de projets et beaucoup d'élan. Et je crois que effectivement, la réaction allemande n'était pas toujours telle qu'il avait espéré. Je crois que malgré tout, le constat aujourd'hui, il est très positif parce que beaucoup de projets ont été lancés. Mais en revanche, je crois qu'on est du côté allemand, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, plus habitués à ce rôle d'un président français qui s'occupe de l'Europe comme d'un jardin à la française. Et on a un petit peu le sentiment qu'il est trop actif, qu'il coupe trop vite les haies, que nous, on voulait probablement laisser pousser et qu'il va trop vite aussi pour retourner une friche pour dire là, il faut qu'on mette cela, ceci. Et donc, c'est probablement l'autre côté de ce renouveau européen en France de la part d'un président très actif, c'est qu'il faut laisser un peu du temps aux autres à venir avec lui. Beaucoup de questions aussi sur la façon d'avancer dans le couple franco-allemand pour mieux donner cette impulsion à l'Europe. Est-ce que la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle, par exemple, est-ce qu'elle est suffisante? Qu'est-ce que vous attendez de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Et selon vous, cette concordance est-elle favorable à des réalisations concrètes ou faut-il s'attendre à une volonté affichée complexe à mettre en œuvre en raison de la prédominance du débat national et de la prudence des dirigeants européens face à l'élection présidentielle française? Je cite, mais c'est une question qui a été envoyée. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, je pense que c'est comme un peu le traité de l'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle, quand on le lit, sur toutes les questions, il est excellent. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore appliqué complètement. Donc, il faudrait vraiment faire entrer dans les actes ce traité. Je crois malgré tout, une des institutions, et vous en avez certainement parlé aussi, qui est très prometteur, c'est cette nouvelle assemblée parlementaire franco-allemande, qui est aussi un peu un bébé du traité d'Aix-la-Chapelle. Et je crois notamment lors des négociations sur les probables, les possibles fermetures de frontières, cette assemblée a vraiment montré qu'il était nécessaire d'avoir des parlementaires qui sont dans les circonscriptions et qui connaissent la réalité du terrain pour adoucir en tous les cas les réglementations. Et je pense que effectivement, on aura besoin de plus en plus des moyens à proximité proche des citoyens pour faire avancer cette coopération. Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien qu'Annalena Baerbock est en haut des sondages pour le poste de future chancelière d'ici quelques mois. Est-ce que cela peut beaucoup changer la donne pour vous dans le cadre de ce couple franco-allemand? Alors, bien sûr, ça voudrait dire un rajeunissement. Le président Macron aurait d'un coup l'air presque vieux. En tous les cas, ça voudrait dire un changement de politique qui, non seulement en termes de contenu, mais qui est aussi générationnel.
Alors, Annalena Baerbock, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, pour l'instant, la France est un peu une feuille blanche pour elle. Elle a été à Londres, enfin, elle a été en Angleterre, et tout son parcours et en Allemagne du Nord et après pour sa circonscription à l'Est et plus et moins orienté, on va dire, vers la France que par exemple Robert Habeck qui s'est toujours beaucoup intéressé. Mais je crois qu'effectivement, ça pourrait donner un nouvel élan parce qu'elle mettra certainement en avant des aspects qui n'étaient pas importants pour la chancelière Merkel. Et en même temps, elle découvrira un petit peu la France. Et ça fait du bien aussi. Quand on ne connaît pas déjà un, deux, trois, je crois que c'est son 5e président, oui, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et dernière question, l'Europe a beaucoup profité de ce moteur franco-allemand. Est-ce qu'on peut aussi dire que parfois c'est peut-être un handicap que l'Europe ait ce duo en tête et que parfois ça écarte les autres qui disent ah ben c'est toujours la France et l'Allemagne qui décident pour nous de toute façon. Enfin, je pose une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a un argument pour dire ça? Oui, alors je crois le débat, il existait déjà à l'époque quand l'Europe était une toute petite communauté quasiment familiale. Effectivement, il y a toujours le problème d'une suprématie ou d'un duopole. Moi, je crois réellement qu'il n'y a personne plus malheureux que les autres Européens quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas du tout et que ça avance pas. Donc, je crois que c'est un tout petit peu un faux débat. Effectivement, je trouve, et cela est vrai aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, ils doivent faire très attention de ne pas faire preuve d'arrogance, de ne pas faire passer leurs propres dessins avant ceux des autres et de les associer. Mais je crois, comme nos deux cultures et nos réflexes naturels sont tellement éloignés, une fois que la France et l'Allemagne trouvent un compromis, je crois on peut associer vraiment un large spectre d'autres pays européens. Michaela Wiegel, vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Vielen Dank. Alors, rebonjour Alex Taylor, vous avez animé les tables rondes et les entretiens qu'on a menés pour cette journée de l'Europe. Et comme vous êtes une personnalité journalistique européenne, vous avez animé des émissions sur l'Europe. On voulait vous poser d'abord la première question qu'on a posée à tous nos invités, c'est dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment retrouver l'élan fondateur franco-allemand selon vous ? Quelque part, cet élément fondateur, c'est un moment, si vous voulez, qu'il ne faut pas louper. C'est un moment, je suis bien placé pour en savoir, parce que je viens de passer les 5 dernières années à parler du Brexit. C'est un choix que je regrette de la part de mon ancien peuple. Mais je crois que vraiment, maintenant que les Britanniques ne font plus partie de ce projet, il faut que l'Europe se ressaisisse et retrouve une confiance en elle. Et je pense que paradoxalement, l'autre élément qui peut jouer beaucoup là-dedans, c'est cette histoire de vaccin. Parmi ces tables rondes, on en a parlé parce que c'est vraiment l'actualité du moment, où tout d'un coup, même moi, Européen, mais convaincu à fond la caisse, il y a quelques semaines, j'ai commencé à me dire, mais comment est-ce qu'on peut défendre l'Europe quand on voit tout ça ? Et je crois que c'est vraiment l'histoire de lièvre et de la tortue, parce qu'on voit que la politique européenne, à long terme, peut-être même à moyen terme, va être payante. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est pas réfugiée dans le vaccino-nationalisme comme certains autres pays, suivez mon regard, l'ont fait. L'Europe a exporté au monde entier une espèce de générosité. L'Europe arrive à se protéger petit à petit, même s'il y a eu quelques retards au démarrage. Mais je crois que l'Europe a pris ses leçons. Et je crois que sans le ballast que représentaient mes ex-compatriotes,
le projet européen a là vraiment des chances de se retrouver dans l'urgence, dans la crise qu'était cette pandémie. Et je crois que, en tout cas, c'est un moment qu'il faut saisir. Je crois que les Européens ont compris, ils sont maintenant seuls contre ces grands blocs dans le monde qui se sont illustrés par leur nationalisme, comme les États-Unis et aussi la Grande-Bretagne. Donc, c'est le moment à tout jamais pour l'Europe de saisir sa chance. Et alors, on voulait vous faire remonter 2 questions qui nous sont parvenues. La première est posée par Léandre. Alors, Monsieur Taylor, on reproche souvent à l'Europe de ne pas être suffisamment démocratique. Qu'en pensez-vous et comment souhaiteriez-vous qu'elle évolue? L'Europe est démocratique. L'Europe est aussi démocratique que nos différents pays. Je veux dire, on élit quand même un Parlement européen. Et ce qui est toujours paradoxal, ce sont les gens qui refusent de céder le moindre pouvoir à l'Europe, qui tout d'un coup se plaignent et vous disent d'abord votre Europe n'est pas très démocratique. Je crois encore que cette histoire de vaccin a été une leçon. Parce qu'on a bien vu que face aux États-Unis, face aux autres blocs, et face à cette pandémie, si chacun dans son coin, 27 pays, on s'était bousculé pour avoir un peu plus de vaccins que les autres, et si chacun avait déterminé sa propre politique sanitaire, ça aurait été très difficile. Et le fait que l'Europe s'est mise ensemble pour négocier, c'était plus lent, c'est sûr. 27 pays travailler ensemble. C'est sûr que ce n'était pas aussi facile que pour la Grande-Bretagne qui tout d'un coup a dit on n'exporte rien du tout, on rafle tous les vaccins pour nous et puis on vaccine plus vite. Mais je crois que c'est un exemple de ce qu'on peut faire à moyen terme si l'Europe commence à travailler ensemble. Il faut aussi il faut un peu plus de cœur et de culture européenne. Si moi je suis un Européen convaincu, c'est parce que je dois énormément de choses à l'Europe. Ma vie a changé. Moi, j'ai grandi en Cornouailles dans les années 60. Je me rappelle quand j'ai regardé le concours Eurovision de la chanson pour la première fois, je me suis dit, waouh, il y a un monde différent où on parle des langues étrangères, des langues différentes, des cultures différentes. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, j'ai mangé mon premier croissant. C'était une ouverture pour moi. J'ai bénéficié toute ma vie de cette liberté extraordinaire qui est la libre circulation des personnes, de pouvoir venir s'installer, travailler, dans un pays, dans des pays, j'ai vécu à Berlin, à Paris, qui ne sont pas les miens. Je crois qu'on ne vante pas assez le côté cœur de l'Europe. On la vante toujours comme étant quelque chose d'institutionnel, de boring. Regardez enfin je crois que je ne trahis personne, mais le documentaire sur les institutions européennes sur France 2 qui était diffusé cette semaine n'a pas fait beaucoup de score. C'est parce que on parle toujours des lourdeurs européennes et on ne parle pas assez des éléments d'affectivité, d'affect de notre continent. Oui, alors j'introduis la 3e question qui est posée par Philippe Hanche et qui nous a été aussi adressée par un internaute. Alors, j'ai une question, Alex Taylor, qui rejoint votre réponse précédente, qui rejoint également le propos de François Hollande, qui appelait à ce qu'on ait une jeunesse qui soit plus en mobilité, en connaissance de ses voisins européens. Et elle nous est posée par Sybille, qui vous demande, puisque vous avez animé beaucoup d'émissions destinées et consacrées à l'Europe, pourquoi aujourd'hui on ne retrouve pas autant d'émissions? Il y en a certes sur Arte par exemple, Carambolage qui fait le lien entre l'interculturalité, les petites anecdotes françaises et allemandes, mais on n'a pas ça au niveau européen. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver ce type d'émission? Vous savez, j'ai passé ma vie, j'ai eu la chance d'animer quelques émissions il y a longtemps sur l'Europe, mais sinon j'ai passé ma vie à frapper des portes des directeurs des programmes, des chaînes de radio et de télévision, disons, voilà une émission formidable sur l'Europe, et la réponse a toujours été la même. Oh Alex, l'Europe n'intéresse personne. Je crois que c'est un problème de génération. D'abord, les directeurs sont souvent des hommes. C'est d'une génération, par exemple, quand je faisais ma revue de presse européenne, je me suis battu longtemps avec France Inter, qui m'avait pourtant donné l'occasion de la faire, parce que c'était dirigé par un vrai Européen, Yvon Levaille. Je me suis battu longtemps pour qu'on ne l'appelle pas chroniques étrangères. Pas des chroniques étrangères, on dirait une promenade dans le Sahara. C'est une revue de presse européenne. Moi, j'insiste chaque fois, comme je vais beaucoup dans les chaînes news pour parler du Brexit, j'insiste
parce qu'on y va gratuitement dans ces chaînes. J'assiste une seule condition, je dis que vous me donnez mon titre, journaliste européen. Je suis un Britannique, certes, mais j'ai fait toute ma carrière en France, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Berlin, j'ai travaillé pour les médias en France depuis 40 ans, je me sens profondément européen. Pourtant, on ne me laisse pas exister, il n'y a pas cette idée d'identité européenne. La plupart des fois, les gens me présentent en me disant « Alex Taylor, vous êtes journaliste britannique ». Parce qu'on cantonne les gens uniquement dans leur identité. C'est le seul pays pour lequel je n'ai jamais travaillé pour un seul magazine, journal ou télé. Et pourtant, je suis né en Grande-Bretagne, donc je suis journaliste britannique. L'identité européenne est quelque chose qu'il faut imposer. Il faut donner, si seulement il y avait un passeport européen, je ferais la queue pour l'avoir. Si seulement il y avait des billets de banque dans lesquels on pourrait avoir un peu de fierté plutôt. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur les billets de banque de l'euro? Ils ont mis des ponts anonymes justement pour choquer personne. C'est pour moi, c'est cette absence d'affect, c'est cette absence de... On est tous contents d'être français, les gens vibrent pour leur hymne national. On ne nous donne pas les moyens, on nous interdit de nous associer. Pourtant, la jeune génération, il y a tellement de gens qui ont fait des stages à droite et à gauche, qui ont des petits amis, qui ont appris des langues. Donnez-nous l'occasion de croire en l'Europe. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandaient pas mieux que de s'identifier en tant qu'Européens.